Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Ici, en Provence-Alpes, au sommaire de cette édition, la venue d'Emmanuel Macron à la Légion étrangère à Aubagne. Le président de la République et chef des armées a assisté à la cérémonie commémorant comme chaque année la bataille de Cameron. Il remettra dans quelques minutes 3 décrets de naturalisation à des légionnaires. Vols annulés ou retardés, 10 associations de consommateurs s'inquiètent d'un possible durcissement des conditions d'indemnisation. De nouvelles règles pourraient priver de compensation financière jusqu'à 75% des passagers. Docker, une famille sur le port, c'est le titre du documentaire qui retrace l'histoire d'une famille modeste de Docker, celle de Thierry Aguila Callejon, profondément liée au quai de Marseille. Le documentaire sera diffusé demain sur France 3 en deuxième partie de soirée et il est déjà disponible sur la plateforme France.tv. Le réalisateur est l'invité de ce journal. Ouverture aujourd'hui à Aix-en-Provence de l'exposition consacrée à Niki de Saint-Phal, le bestiaire magique, une rétrospective inédite à voir jusqu'au 5 octobre à l'hôtel Caumont Centre d'Art. Jamais un président de la République n'avait encore assisté à la cérémonie de Cameron à la maison mère de la Légion étrangère à Aubagne. Emmanuel Macron est là depuis 10h30. Frédéric Renard nous raconte les principaux faits de la matinée. Plus de 600 hommes au garde à vous, avec un public venu nombreux, le président de la République a fait ce matin la revue des troupes. Un moment très solennel, porté par la formation musicale de la Légion étrangère. Le père Yannick Lallemand, aumônier au service de la Légion depuis 23 ans, a reçu du chef des armées la Légion d'honneur. Au nom de la République française, nous vous conférons la médaille militaire. Des médailles militaires aussi pour distinction à 4 officiers récipiendaires. Le 8 mai, au soir, je me tiendrai sous l'Arc de Triomphe, face à la tombe du soldat inconnu, pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, je penserai aux 40 000 légionnaires tombés depuis 150 ans pour notre pays. Une cérémonie rythmée par le pas des soldats bâtisseurs, barbe, gants blancs, tablier de cuir et hache sur l'épaule, un symbole, le pouvoir de briser les obstacles et de bâtir des ponts. La bataille de Cameron au Mexique en 1863 est devenue le symbole du courage et de l'engagement sans faille des légionnaires. Retour sur cet épisode historique avec Chloé Bachaouch. Chez les légionnaires, on parle d'un esprit Cameron. Un mot qui en dit long, il symbolise la fidélité à la mission jusqu'au sacrifice. C'est plutôt le symbole de la fraternité d'armes, c'est le symbole de la mission sacrée et accomplie jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Et au péril de leur vie, puisque vous savez que nos héros et anciens de Cameron y ont quasiment tous laissé leur peau. Retour en 1863 au cœur du Mexique. 65 légionnaires français escortent un convoi de ravitaillement quand ils sont encerclés près du village de Cameron. Face à eux, plus de 2000 soldats mexicains, les légionnaires se retranchent dans une hacienda. Leur mission, tenir coûte que coûte pour permettre au convoi de passer. Le capitaine d'Anjou tombe, touché en plein cœur. Sa main de bois, celle qui portait ce jour-là, deviendra un symbole de la Légion. À la fin de la journée, 3 sont encore debout. Ils refusent de se rendre, à moins de pouvoir garder leurs armes. Leur bravoure force le respect, même chez l'ennemi. Cameron, c'est ça. Une défaite militaire, mais une victoire morale. Chaque 30 avril, la Légion étrangère rend hommage à ses héros. Un héritage qui, 162 ans plus tard, continue d'inspirer les légionnaires du monde entier. On va maintenant retrouver Sonia Boujama depuis la maison mère de la Légion étrangère à Aubagne pour nous indiquer comment maintenant les choses vont se passer après cette cérémonie.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron, chef des armées, est venu commémorer la mythique défaite de Cameroun, une première dans l'histoire de la République pour un président. Le chef de l'État va ensuite remettre des décrets de naturalisation à des soldats de la Légion étrangère, un geste hautement symbolique. Il a insisté pour les remettre personnellement, dans un contexte de déstabilisation à l'international, notamment dans la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Le chef de l'État a tenu à saluer la bravoure et le sens du sacrifice des soldats de la Légion étrangère. Au-delà du symbole, ce déplacement est l'occasion pour le président de rappeler qu'il est le chef des armées à l'heure où il est question d'économie de guerre. Le président a ainsi terminé son discours par cette phrase « Je pense à tous les combats que la France devra encore mener pour que vive la République et vive la France ». Et retrouvez toutes les informations liées à cette visite historique du chef des armées à la Légion étrangère sur notre site internet. Également dans l'actualité, les présidents des départements des Bouches-du-Rhône et de l'Essonne visés par des recours en justice. Ils sont accusés de ne pas avoir protégé des mineurs placés sous leur responsabilité et de les avoir laissés se prostituer. Révélation de nos confrères de France Info. L'avocat Michel Hamas parle de milliers d'enfants concernés en France, dont plus d'une centaine à Marseille. On l'écoute. Nous avons découvert, en travaillant uniquement dans cette matière, que des enfants de 12 ans sont placés, vers 12 ans et demi, ils se prostituent et que ce phénomène est national, qu'il y a un nombre incalculable d'enfants qui se prostituent. La raison de la prostitution de l'enfant, il n'y en a qu'une, c'est parce que l'État a échoué dans la protection de l'enfant, parce que le président du département n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour protéger les enfants. Le bilan démographique de l'année 2024 en France vient d'être publié par l'INSEE. Alors, quelles tendances révèle-t-il dans notre région? On voit cela avec vous, Louise Beliaef. Alors, dans notre région, comme ailleurs en France, la natalité décline et la population vieillit. C'est ce que montre le bilan de l'INSEE. Dans notre région, on dénombre 5,24 millions d'habitants. Ça représente 8% de la population de France métropolitaine. Et le département le plus peuplé, c'est celui des Bouches-du-Rhône qui concentre à lui tout seul 40% de la population. Alors en 2024, 49 600 bébés sont nés sur notre territoire et c'est en baisse, regardez, depuis 10 ans. C'est un nombre jamais atteint depuis 1983. Alors comment expliquer cette baisse des naissances? Eh bien tout simplement parce que les femmes font de moins en moins d'enfants. Le taux de fécondité est d'1,67 enfants par femme. Il est légèrement supérieur à la moyenne nationale, mais il est bien moins important qu'il y a 10 ans. Et cette baisse de la fécondité est particulièrement marquée chez les femmes âgées de 30 à 34 ans. Alors il y a moins de naissances, mais également moins de décès. Et résultat, eh bien, la population vieillit. Regardez, un quart de la population de notre région est âgée de 65 ans ou plus. Quant à l'espérance de vie, elle est de 86 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes. On vit plus vieux qu'avant la crise sanitaire. Merci beaucoup Louise. Les dockers, maillons humains indispensables à la vie économique des grandes villes portuaires. Bonjour Thierry Aguila Cailleron, vous êtes le réalisateur marseillais du documentaire Docker, une famille sur le port qui sera diffusé demain sur France 3 en deuxième partie de soirée et que l'on peut d'ores et déjà visionner sur la plateforme France.tv et via notre site internet. Vous y retracez l'histoire de votre famille sur 3 générations à travers le métier de docker, un métier assez méconnu finalement. Oui, c'est un métier qui a même eu parfois mauvaise réputation dès l'origine. C'est un métier dont on disait qu'il était sans qualification nécessaire, qu'il fallait juste avoir des bras solides. Et, il y avait une forme de mépris. Il y avait un véritable mépris, y compris chez de très grands écrivains comme Albert Londres, qui considérait que ça n'était pas un métier. Donc c'est un métier qui reste à raconter. Un métier très pénible, dangereux. Les dockers n'avaient ni masque ni gants pour les protéger de l'amiante, par exemple. En 1947, une grève massive va marquer un tournant. On regarde un extrait. Les conditions de vie et de travail, les pénuries de nourriture, de charbon et les salaires bloqués vont précipiter grèves et affrontements. En 1947, l'assassinat d'un jeune ouvrier par des voyous qui gravitent autour du port met le feu aux poudres. L'ensemble des travailleurs des quais, dockers en tête, basculent dans une grève très dure. Le port est paralysé, le cœur de la ville s'arrête de battre. Mais la nourriture ou le salaire ne sont pas les seules revendications. Les dockers ne veulent plus être traités comme des chiens ou comme des esclaves, juste bons à se crever à la tâche.
Alors cette grève aboutit à une victoire. Le statut de docker professionnel voit le jour. Qu'est-ce que ça a réellement changé? Ça a changé déjà leur manière de travailler, puisqu'on a considéré qu'ils étaient spécialistes du chargement de bateaux, puisqu'on ne charge pas un bateau n'importe comment, qu'ils étaient capables de s'organiser et de discuter avec les entrepreneurs qui les employaient. Et la carte professionnelle, elle se transmettait de génération en génération? Alors elle apparaît à ce moment-là. Elle sanctionne le fait d'être un professionnel et elle va être transmise de père en fils. On n'en est pas encore à envisager de les transmettre de père en fille ou de mère en fille, mais elle va passer de l'un à l'autre. Vous, votre grand-père maternel, votre oncle, votre cousin, racontez-nous ce qu'on appelait la prime de rat. Alors la prime de rat, c'était évidemment très longtemps un métier très peu payé et les dockers se sont battus pour avoir des primes d'hygiène et de danger. Et il y avait entre autres une prime qui faisait que si on trouvait des rats dans une cargaison, on pouvait cesser le travail ou obtenir de l'argent en plus, la fameuse prime de rat. Donc de temps en temps, les dockers, quand ils étaient sur des fins de mois difficiles, arrivaient avec un rat dans la poche et le mettaient et disaient « Ah non, stop, on arrête le travail ». C'est expliqué dans le film. À plusieurs reprises dans ce documentaire, on entend les dockers parler d'une grande solidarité. Ils disent c'est une famille. Est-ce que c'est encore le cas en 2025 ? Ça reste le cas et le mot famille a tout son sens puisque j'ai voulu avoir le mot famille dans le titre. Il y a une relation qui va au-delà d'une simple appartenance professionnelle où ça reste un élément extrêmement important du travail. Merci beaucoup Thierry Aguila-Cailleron. Je rappelle donc que votre documentaire Docker, une famille sur le port sera diffusé demain à 22h45 sur France 3 et peut déjà être visionné sur la plateforme France.tv ou via notre site internet. Place maintenant à l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Vols annulés ou retardés, 10 associations de consommateurs s'inquiètent d'un possible durcissement des conditions d'indemnisation. De nouvelles règles pourraient priver de compensation financière jusqu'à 75% des passagers. Les explications de Morgane Bouvier, Pierre Villepart et Alain Locascio. Vols retardés ou annulés. Et si les passagers n'étaient plus aussi bien indemnisés ? L'Europe discute d'un changement des règles. Ce matin, à l'aéroport d'Orly, ce couple de Bretons a vu son vol retardé d'une journée. On devait partir très tôt, hier matin, normalement, arriver très tôt à Santorin. Et du coup, là, on part début d'après-midi, 14h30. Du coup, on va arriver en soirée, donc ça nous mange un peu 2 journées quand même. C'est toujours désagréable à vivre, effectivement. Et puis, ça prend un peu sur notre voyage aussi. Aujourd'hui, tous les passagers de l'Union européenne ont droit à une indemnisation, jusqu'à 600 €. Le dédommagement est valable à partir de 3 heures de retard. Le projet prévoit de reculer ce seuil à 5 heures minimum, voire jusqu'à 9 heures dans certaines conditions. 75% des passagers seraient ainsi exclus du droit à indemnisation. Un texte discuté sous la présidence polonaise de l'Union européenne qui a apporté son soutien inattendu aux compagnies aériennes, selon cette association de consommateurs. Il y a un lobby forcené des compagnies aériennes pour revenir sur les avancées obtenues à l'échelon européen. En 2013, déjà, il y avait une proposition de révision, mais qui a avorté. On souhaite véritablement que les États membres et que le Parlement refusent cette remise en cause des droits des consommateurs. Autre potentiel durcissement, le délai pour demander son indemnisation pourrait être réduit à quelques mois contre plusieurs années actuellement. Pour que le texte passe, l'accord d'une majorité des États membres est nécessaire, ainsi que le feu vert du Parlement européen. La loi narcotrafic a largement été approuvée hier par le Parlement, un succès pour le duo Darmanin-Retailleau. Cette loi prévoit notamment la création en janvier 2026 d'un parquet national anticriminalité organisée, mais surtout la création de quartiers de haute sécurité dans les prisons pour les trafiquants les plus dangereux. On l'a appris ce matin, l'entreprise ST Microelectronics annonce la suppression de 1000 postes en France. L'entreprise spécialisée dans les semi-conducteurs assure qu'il s'agira de départs volontaires. ST Microelectronics compte environ 11 500 salariés dans le pays. On ne sait pas encore dans quelle mesure le site de Rousset, près d'Aix-en-Provence, sera impacté.
La proportionnelle revient sur le devant de la scène politique. François Bayrou a entamé ce matin des consultations sur la réforme du mode de scrutin, de mode d'élection des députés. Le Rassemblement national, groupe le plus important à l'Assemblée, a été le premier à être reçu. Nous retrouvons à Matignon Muriel Jans. La consultation a duré environ 40 minutes. À la sortie, Marine Le Pen, la présidente du groupe des députés RN à l'Assemblée nationale, a affirmé que le scrutin proportionnel est un moyen de réparer la confiance des Français envers leurs représentants. Pour le Premier ministre, ardent défenseur de la proportionnelle, cette première consultation est un message politique important. Il espère amadouer le RN qui réclame un scrutin proportionnel depuis des années et qui fait planer de nouveau une menace de censure sur le gouvernement Bayrou. Mais une telle réforme du mode de scrutin est loin d'être acquise. François Bayrou devra convaincre les chefs de partis et de groupes parlementaires, dont certains y sont farouchement opposés comme les Républicains. Il poursuivra demain ses consultations en recevant le leader du parti Renaissance, Gabriel Attal. À l'étranger, nouvel épisode meurtrier en Suède. Le pays peine à endiguer les violences des gangs. 3 personnes ont été tuées dans une fusillade hier soir à une 60aine de kilomètres au nord de Stockholm. Selon les médias locaux, le drame aurait eu lieu dans un salon de coiffure du centre de la ville. Un suspect a été arrêté. Donald Trump a fêté hier ses 100 jours à la Maison-Blanche. Il les considère comme les plus réussis de l'histoire américaine. Pour marquer cette étape symbolique, le président américain a voulu renouer avec l'atmosphère survoltée de ses meetings. Il était dans le Michigan où s'était tenu l'un de ses derniers rassemblements de campagne. Thomas Cuny. Galvanisé par un public acquis à sa cause, Donald Trump arrive à Warren dans le Michigan pour célébrer le 100e jour du début de son mandat. Et le président américain donne très vite le ton. Nous sommes ici ce soir au cœur de notre nation pour célébrer les 100 premiers jours les plus réussis de l'histoire de notre pays. C'est ce que disent de très nombreuses personnes. Pourtant, Donald Trump le sait, sa cote de popularité est en chute. Selon ABC News, 39% des Américains seulement approuvent la manière dont il mène sa présidence. Mais le locataire de la Maison-Blanche balaie ces mauvais sondages. Ils font de faux sondages. Vous savez, ces sondages où ils interrogent beaucoup plus de démocrates que de républicains. Pour conclure son discours, le président américain refait sa scénographie de campagne. Même danse, même musique, devant d'indéfectibles partisans venus apporter leur soutien lors de ce meeting. Je soutiens Donald Trump à 100%. C'est le meilleur président de notre époque. Il se bat pour nous. Il fait ce qui aurait dû être fait il y a 30 ou 40 ans. Notre très honorable président a presque réparé notre pays en 100 jours. Et c'est un homme de parole. À quelques mètres de là, une manifestation de protestation était organisée. Pancarte anti-Trump à la main, ils veulent se faire entendre et faire réagir les Américains. J'essaye de soutenir ce pays dans cette période difficile. Il est temps de prendre position. 100 jours ont été trop longs et la réalité est que nous devons retrouver un grand pays, sans division. Donald Trump lui a confié à des journalistes que depuis le début de son mandat, je cite, « il passait un très bon moment ». Le PSG a déjà rempli la moitié du contrat. Paris s'est imposé 0-1 hier soir sur la pelouse d'Arsenal en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Les Parisiens, dominateurs en début de rencontre, ont inscrit l'unique but du match dès la 4e minute grâce à Ousmane Dembélé, sorti ensuite sur blessure. Match retour le 7 mai au Parc des Princes. Il y a un an, le Belém voguait vers la cité phocéenne avec à son bord la flamme olympique pour veiller sur elle. 16 éclaireurs pour qui cette aventure extraordinaire s'inscrivait dans un parcours d'insertion. Parmi eux, la Varoise Manon Gariglia Marseille. En embarquant, elle a trouvé sa vocation. Laure Bourgoin. Manon Gariglia Marseille était il y a un an éclaireuse de la flamme olympique à bord du Belém. La jeune femme de 25 ans en a gardé un souvenir inoubliable. D'être comme ça dans la mer avec le bateau qui bougeait. Et nous, en plus, on tenait la barre, donc on était vraiment en plein dedans. Ça, c'était incroyable. Le 8 mai, elle entre dans le Vieux-Port. Elle vient de relier Athènes à Marseille.
À bord du trois-mâts, la Varoise, qui ne connaissait rien à la mer, a appris à lever les voiles, à manœuvrer pendant 12 jours avec l'équipage du Belém. Depuis, elle ne rêve que d'une chose, reprendre le large. Manon suit depuis le 7 avril les cours de l'école de formation maritime des Sables d'Olonne. Elle veut devenir matelot. C'est exigeant physiquement, là c'est se sortir de l'eau et après on va faire même du sauvetage. Oui, c'est exigeant, mais justement de voir qu'on repousse ses limites et qu'on arrive à le faire, et c'est super satisfaisant, ça vaut totalement le coup. Le plan d'eau est clair. À la fin de ces 3 mois de formation, l'été de Manon est déjà tout tracé. Elle repart sur le Belém pour la Tall Ship Race, la course des grands voiliers. Au départ du Havre, elle retrouvera les grands espaces, voguera jusqu'en Écosse, en Norvège et au Danemark. Rassembler plus de 10 000 enfants du monde autour d'une même chorégraphie, c'est le défi lancé par le ballet de l'Opéra Grand Avignon et l'ONG Les Amis des Enfants du Monde. Plus qu'artistique, l'enjeu est de rappeler l'importance du vivre ensemble et de la solidarité. Dans la région, des dizaines de classes répètent et filment leurs prestations en vue du clip final. Frédéric Roche et Frédéric Renard. On va se dire qu'on va le faire 2 fois, d'accord, mais 2 fois avec l'énergie. Très vite, on s'est aperçu de l'importance d'être ensemble. En fait. Et ce projet-là, ce qui était le plus important, c'était pas l'apprentissage des gestes, mais c'était plus le plaisir à être ensemble. Vous répétiez souvent, c'était comment? C'était chaque... En fait, on répète tous les mardis. Non, les mardis. En fait, au départ, c'était tous les mardis, puis après, on a fait tous les jours. Ensuite, c'est tous les jours après la cantine. Et on faisait la chorégraphie ensemble, on était tous à fond. Pour mettre au point la chorégraphie, le ballet de l'Opéra fait circuler un tuto sur Internet. Les premières vidéos commencent à arriver de l'étranger. Celle-ci est réalisée par une école en Inde. La danse, c'est un langage international. Tout le monde danse depuis le plus jeune âge. Donc même si on ne parle pas la même langue, eh ben, on danse. On danse la même chose, un peu différemment, mais on danse. Donc voilà, c'est ce qui vraiment permet de lier ensemble, de créer des liens entre tout le monde malgré toutes les différences de culture. On a pour ambition, et j'espère qu'on atteindra le chiffre, 10 000 enfants partout dans le monde. Et faire connaître l'association aussi. Montrer aux enfants qu'il ne faut pas avoir peur de l'autre. Marcher, bouger main dans la main, le défi danse se poursuit jusqu'en juin. À partir des vidéos reçues, un clip sera réalisé et présenté avant la fin de l'année par le ballet de l'Opéra d'Avignon. On reste dans le domaine culturel. L'artiste franco-américaine Niki de Saint-Phal est à l'honneur jusqu'au 5 octobre à l'hôtel de Caumont d'Aix-en-Provence. On y retrouve ses célèbres nanas, mais aussi son bestiaire magique, un univers où se mêlent symboles, mythes et récits autobiographiques. Marielle Lacoste et Valérie Bourg. Il était une fois les nanas de Niki de Saint-Phal, indépendantes et joyeuses, porteuses de vie, déesses de la fécondité. Il était une fois aussi un bestiaire magique, licorne, sirène, oiseau, araignée et dragon bien sûr. J'aime bien les monstres, au moins avec eux on ne s'ennuie pas, disait l'artiste qui aimait faire peur à sa petite fille. Elle lisait des Edgar Allan Poe, des trucs comme ça, qui font bien peur. Et puis elle utilisait ses gros yeux comme ça. Oui, non, c'était très important d'apprendre à avoir peur pour Niki. Les dragons, c'est nous tous, je pense, masculin, féminin. On a tous ça en nous, le potentiel création, destruction, sympa, monstre, c'est comme ça. Une rétrospective de l'artiste fascinée par les contes de fées, mais aussi engagée. Elle a soutenu plusieurs causes, celle des Noirs américains, celle de la libération des femmes du patriarcat. Avec dès 1964, ses nanas au pouvoir, en couple mixte. On redécouvre son engagement très à l'avance vers la liberté des droits, vers une égalité aussi de tous les hommes et les femmes. Et ça, là, depuis les années, en fait, 60, 63, 64, donc bien avant aussi la vague féministe de 68 en France.
La plasticienne autodidacte disparue en 2002 s'inspirait de tout ce qui lui plaisait. L'histoire d'une femme libre, une carrière à redécouvrir jusqu'au 5 octobre à l'hôtel de Caumont. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bon après-midi à vous.